On va passer à Merci la à vous. prochaine communication. François Golfier, qui nous vient de Lyon, qui me fait l'amitié de venir malgré un emploi du temps très très chargé, je le remercie, pour nous parler des maladies trophoblastiques gestationnelles. Et la question, c'est guérir sans compromettre la fertilité. Merci François. Déjà pour ton invitation et euh, Madame la Présidente et chère Carole, je suis tout à fait honoré de parler devant cette assemblée. Donc, chers collègues, je vais vous présenter une pathologie qui, somme toute, est assez rare, mais vous savez tous que quand on cumule la rareté, on finit par ne plus être aussi rare, et ce sont donc les maladies trophoblastiques gestationnelles. L'idée étant, sur le terme de la fertilité, de vous montrer s'il est possible de guérir ces patients sans compromettre leur fertilité. Euh, pour resituer le sujet, pour que les choses soient le plus claires possible, les maladies trophoblastiques sont un spectre de pathologies qui sont toutes d'origine placentaire, avec une grande majorité qui sont ce qu'on appelle les mâles idatiformes, qui peuvent être des mâles complètes, où il n'y a pas d'embryon qui se développe, ou des mâles partiels, où il y a des embryons mal formés qui ne pourront pas évoluer. À côté de ça, il y a la deuxième grande catégorie de maladies trophoblastiques gestationnelles qu'on appelle les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Cela fait à peu près 20 ans que je fais des communications sur le sujet et je vois qu'il est toujours assez difficile de garder à l'esprit cette distinction à gauche, les mâles qui sont en fait des formes très malignes avec une prolifération du trophoblast anormal, et à droite les tumeurs qui sont véritables tumeurs malignes, potentiellement agressives. Et vous voyez qu'il y a une filiation entre les mâles et les tumeurs, puisque 15% des mâles complètes et 1% des mâles partiels environ vont se transformer en tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Ceci masque une information non négligeable, c'est qu'il existe également des tumeurs trophoblastiques qui surviennent après un accouchement normal, forme plus agressive de tumeurs trophoblastiques. Le principe général, c'est que ces maladies trophoblastiques sont toutes gestationnelles, c'est-à-dire qu'elles sont originelles du placenta. Quels sont les types histologiques de ces tumeurs trophoblastiques? Les mâles invasives et les choriocarcinomes sont de loin les formes les plus fréquentes de ces tumeurs trophoblastiques, et puis deux formes bien plus rares, un peu plus ennuyeuses, les tumeurs du site d'implantation et les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes. Donc je pense que si vous avez retenu cette distinction entre formes pré-malignes, les mâles, et les tumeurs, de l'autre côté, formes malignes, je pense que vous aurez, je peux terminer mon topo quasiment. Euh, Ces maladies trophoblastiques, comme je le disais en introduction, ne sont pas si rares quand on les cumule, puisque dans le centre de référence des maladies trophoblastiques, nous avons recensé, enregistré 16 000 patientes en 25 ans, ce qui illustre bien que la rareté, lorsqu'elle est cumulée, devient quelque chose de bien plus fréquent, avec environ 12 000 mâles idatiformes qui ont été enregistrés à ce jour et 2300 tumeurs trophoblastiques gestationnelles, le delta étant des anapathes qui ont infirmé des maladies trophoblastiques qui étaient évoquées. De façon plus visuelle, vous voyez le recensement sur les 20 dernières années avec le nombre de patientes à gauche en ordonnée, ce qui revient à dire que annuellement, si on prend par exemple sur les dizaines des dernières années, pardon, sur les 10 dernières années, on gère ici en violet foncé environ 900 mâles par an et plus de 100 tumeurs trophoblastiques. Vous voyez globalement entre 100 et 130 tumeurs trophoblastiques chaque année. L'origine géographique des patientes évolue au fil des années, montrant progressivement que toutes les régions de France déclarent leur cas de maladie trophoblastique au centre de Lyon, alors même que ce n'est pas du tout une déclaration obligatoire. C'est vraiment une déclaration sur la base du volontariat, mais on voit que toutes les régions de France se déclarent. Pourquoi? Principalement parce que l'on rend un service aux patientes et aux médecins. Je vous expliquerai à la fin la notion de centre de référence de façon assez succincte, mais globalement, comme c'est rare, un médecin ne sait pas traiter très bien. Euh, Comme chaque médecin, comme nous sommes tous, n'aimons pas trop donner à nos copains, eh bien, ils savent que s'ils déclarent au centre de référence des maladies trophoblastiques, ils vont avoir le conseil de gestion, mais nous n'allons pas capter
la patiente sur Lyon. Et ça, je pense que c'est un atout majeur. Nous donnons des conseils de prise en charge et les patientes peuvent être prises en charge dans leur région. Donc le médecin est content, la patiente est satisfaite parce qu'elle déclare, elle signe un consentement spécifique pour être déclarée dans le registre lyonnais. Donc elle sait qu'elle est prise en charge correctement et nous, on est ravis parce qu'on a fait quand même pas mal de publications sur le sujet. L'objectif thérapeutique prioritaire de ces maladies trophoblastiques, c'est de guérir la patiente justement tout en préservant sa fertilité. Je pourrais commencer l'histoire en disant qu'à l'origine, le centre que l'on a créé en 2019 venait d'une idée de mon maître Daniel Dargent, qui un jour s'était emporté parce qu'une patiente jeune qui avait quelque chose comme 20 à 30 ans, je ne m'en rappelle pas, est morte d'une polychimiothérapie pour une tumeur trophoblastique, euh, en sachant que cette polychimiothérapie, qui a été particulièrement toxique, qui a été à l'origine du décès de cette jeune femme, n'était pas légitime. Et il avait un peu rué dans les brancards. Si vous avez connu Daniel Dargent, c'est une personne assez imposante et qui avait dit c'est inacceptable d'avoir fait mourir une gamine comme ça. Et en fait, on a pris un peu cette idée-là que Daniel Dargent avait évoquée et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce centre des maladies trophoblastiques avec l'idée générale d'optimiser la prise en charge. Pour les môles, c'est relativement simple. Ça repose sur un traitement chirurgical conservateur. C'est le traitement que l'on fait faire en interne de nos premiers semestres, c'est-à-dire une évacuation utérine, une aspiration sous contrôle échographique. Et pour les tumeurs trophoblastiques, ça repose sur un diagnostic le plus précoce possible pour avoir des formes les moins graves, une évaluation précise du risque, ce qu'on appelle le risque FIGO, j'y reviendrai succinctement, une chimiothérapie adaptée, je viens de vous illustrer les erreurs qui peuvent avoir lieu entre des monochimiothérapies non toxiques et des polychimiothérapies à risque spécifique, et une prise en charge spécialisée avec le centre de référence. Alors pour les môles, il faut éviter ce surtraitement. L'aspiration utérine, je viens de vous le dire, sous contrôle échographique, il n'y a aucune place pour l'hystérectomie chez la femme gardant un désir de grossesse. Il y a quelques années, j'avais eu au téléphone une patiente qui n'était pas française et qui m'avait appelé pour un conseil et qui devait avoir quelque chose comme 28 ans et qui m'avait expliqué qu'elle était très contente de sa prise en charge, que le chirurgien qui s'en était occupé lui avait enlevé son utérus, mais qu'elle voulait me poser des questions. Je n'ai strictement rien dit, mais vous imaginez bien ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Il n'est pas justifié de faire des hystérectomies pour les mâles. Bien entendu, une femme de 45 ans et de 47 ans ou de 48 ans peut tout à fait avoir le souhait légitime d'avoir une hystérectomie, ce qui est un excellent traitement, mais d'une femme qui souhaite préserver sa fertilité n'a aucune raison d'avoir une hystérectomie. Regardez dans les mâles, sur 12 000 patientes, 200 hystérectomies ont été réalisées. Il n'y en avait que 3 qui avaient moins de 37 ans. Et regardez les conditions particulières. La première, c'était une hystérectomie d'hémostase, un peu incontournable. Elle avait un enfant, heureusement. La deuxième, c'est une patiente de Mayotte. C'est compliqué de gérer les patientes de Mayotte. On en a pas mal quand même. Elle avait 3 enfants, heureusement. Et une patiente de Nouvelle-Calédonie, malheureusement, qui a 29 ans sans enfant, qui a été hystérectomisée. Mais vous voyez bien que c'est une situation très rare que d'avoir des hystérectomies chez les femmes qui désirent une grossesse. Et je pense que le centre a participé à faire comprendre qu'il n'y avait pas d'indication d'hystérectomie et encore moins de chimiothérapie comme ça a pu se voir. Donc la fertilité dans ces môles n'est pas altérée et les femmes peuvent tenter une nouvelle grossesse si elles le souhaitent après 6 à 12 mois de normalisation des HCG puisque l'on va surveiller après l'évacuation des môles la décroissance des HCG jusqu'à leur normalisation. On passe au chapitre maintenant des tumeurs trophoblastiques. Et là, à nouveau, avec l'exemple de Daniel Dargent, s'assurer de la bonne chimio pour la bonne tumeur passe par le calcul du score FIGO, que je ne vais pas détailler, mais qui est un score qui comprend une petite dizaine de critères qui va permettre de définir quel est le risque d'échec d'une monochimiothérapie. Et vous comprenez bien que plus vous avez une métastase, plus vous avez de risque d'échec du traitement. Plus la taille de vos métastases est importante, plus c'est pénalisant, etc. Donc on va avoir 2 catégories, les tumeurs à bas risque, lorsque le score est à 6 ou moins, qui vont relever d'une monochimiothérapie, et les formes à haut risque, lorsque le score est à 7 ou plus, qui vont requérir une polychimiothérapie.
Chez ces patientes, il n'y a pas de place pour l'hystérectomie non plus, d'autant si elles qu'on souhaite conserver un désir de grossesse. Donc c'est important de comprendre, ce n'est pas parce qu'il y a une tumeur dans l'utérus, qui est habituellement le cas, avec parfois des tumeurs volumineuses, qu'il est nécessaire de faire une hystérectomie. Le traitement de chimiothérapie va guérir l'immense majorité de ces patientes, quand bien même elles sont polymétastatiques. Chez la préservation de la fertilité dans les tumeurs à bas risque, passe par le traitement de monochimiothérapie, qui est soit du méthotrexate de façon préférentielle en Europe, soit l'actinomycine D, avec un taux de guérison qui est extrêmement élevé. Je vous avais annoncé ces taux élevés. Ils sont à plus de 98% dans les tumeurs à bas risque. L'utérus est presque toujours conservé. Il n'y a pas de toxicité ovarienne du méthotrexate ni de l'actinomycine D. Il n'y a aucune altération prouvée de la fertilité à long terme, ce qui est donc une bonne nouvelle chez ces patientes qui se savent au départ porteurs d'un cancer, qui va avoir besoin d'une chimiothérapie, même si elle est light. Méthotrexate est bien une chimiothérapie utilisée massivement dans certaines leucémies. Et malgré tout cela, ces patientes vont guérir, et les exceptionnels cas de décès correspondent la plupart du temps à des patientes mal suivies qui ont abandonné leur prise en charge, etc. Mais c'est tout à fait anecdotique. Les grossesses ultérieures sont normales dans 70 à 80% des cas, comme c'est le cas chez les femmes de façon générale. Dans les tumeurs à haut risque, on change de registre puisqu'on arrive dans des tumeurs beaucoup plus agressives. Le traitement de référence, c'est la polychimiothérapie de type EMACO, qui permet fort heureusement le plus souvent de préserver la fertilité des femmes, même s'il existe un risque de ménopause précoce qui est de l'ordre de 5 à 10% et qui est d'autant plus marqué que l'âge de la patiente est élevé. La conservation utérine reste tout à fait possible, comme je vous l'ai dit, sauf des situations plutôt rares, les hémorragies incontrôlables d'origine utérine ou parfois des masses qui résistent localement au niveau utérin après essai de polychimiothérapie. Mais finalement, de nombreuses patientes obtiennent des grossesses ultérieures tout à fait normales après polychimiothérapie, même si le délai recommandé avant la conception est décalé de 12 à 18 mois. Donc, si vous faites une polychimiothérapie à une patiente de 40 ans, vous la décalez peut-être d'un an ou deux. Donc, elle diminue ses chances d'obtenir une grossesse. Mais globalement, ces grossesses sont normales après ces polychimiothérapies. Voilà la survie globale des patientes. Regardez l'axe des ordonnées qui ne va pas de 0 à 1, mais bien de 0,5 à 1. Pour ne pas se tromper. En orange, la survie globale à 5 ans des patientes atteintes de tumeurs. Vous voyez qu'on est aux alentours de 95-98%. Il faut se méfier du cadre bleu, des 20% de tumeurs trophoblastiques qui sont qualifiées de très haut risque et qui ont, elles, un pronostic altéré. Ce sont des patientes qui ont des localisations métastatiques à très haut risque. En l'occurrence, même si vous n'êtes pas radiologue, je pense, vous voyez bien cette métastase intrahépatique et vous voyez bien cette métastase intracérébrale avec un œdème péritumoral très significatif. Et ce sont des femmes qui ont un score FIGO très élevé, supérieur à 13. C'est une entité que nous venons d'individualiser au sein de la Société internationale d'études des tumeurs trophoblastiques, parce que ce sont des femmes qui ont un taux de décès qui est très différent. Globalement, quand on a une tumeur à haut risque, le taux de décès à 5 ans est de 12%. Mais lorsqu'on s'adresse au TTG à très haut risque, le taux de décès à 5 ans monte à 38%. Et c'est bien la courbe rouge qui est en bas, de survie, qui est altérée par rapport aux autres tumeurs trophoblastiques. Et pourquoi ces femmes meurent-elles plus? Elles meurent parce qu'en fait, il y a des décès précoces dans les 4 premières semaines qui suivent l'instauration du traitement. J'ai un souvenir incroyable d'une jeune femme qui venait de Guyane, qui est venue à Lyon, qui a eu une première perfusion de chimiothérapie. Elle avait 17 ans et 3 enfants. Elle est morte le lendemain. Ces morts précoces, maintenant, on sait un peu mieux les gérer. On adopte des chimiothérapies d'induction qui évitent ces morts précoces, mais ça reste quand même, vous le voyez, un risque non négligeable de décès précoce et ça représente 50% des morts de toutes les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Ces formes-ci, nous plaidons pour qu'elles soient prises en charge de façon urgente dans des centres experts.
C'est la petite proportion des tumeurs que l'on souhaite voir prises en charge dans des centres experts parce qu'il faut des compétences différentes, des gynécologues, des oncologues experts, une réanimation adulte, des possibilités de radiologie interventionnelle, des possibilités de neurochirurgie en urgence. Je vous ai parlé dans l'anapathe des tumeurs d'une petite proportion, les tumeurs du site d'implantation et les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes. Ce sont des formes très rares de tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Elles ont comme particularité d'être chimiorésistantes. Et le traitement recommandé aujourd'hui, j'ai pratiquement terminé, il me reste, je pense, 4 diapositives. C'est l'hystérectomie, même chez les femmes jeunes, euh, dans des cas exceptionnels, un peu en dehors des recommandations, on peut être amené à faire des hystérectomies partielles, mais ceci n'est pas la recommandation usuelle. Ces patientes nécessitent un suivi prolongé parce qu'elles peuvent avoir des récidives tardives et si elles récidivent tardivement, malheureusement, elles mourront. Donc la préservation de la fertilité dans ce sous-groupe n'est possible que dans des cas très hautement sélectionnés. Fort heureusement, pas mal, malheureusement déjà, vous voyez, je vous donne un exemple, ça ne se termine pas toujours très bien. Cette jeune femme est morte à l'âge de 18 ans après plusieurs chimiothérapies, malgré une hystérectomie en fin de course d'une tumeur du site d'implantation. Et donc, vous imaginez un peu l'impact qu'a une mort aussi précoce. Fort heureusement, il y a une lumière qui s'allume pour ces formes-ci parce que depuis quelque temps, il y a quelques patientes qui ont pu être traitées dans le monde avec des anti-PD1 ou des anti-PDL1, des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. Et je vous montre un exemple d'une patiente traitée par pembrolizumab avec une tumeur du site d'implantation qui a complètement normalisé ses HCG. Vous imaginez bien l'importance de ces résultats qui ne sont pas aujourd'hui validés et qui sont faits en dehors justement de ces recommandations. Mais vous comprenez bien également la pression que l'on peut avoir lorsqu'on a une gamine de 22 ans qui nous dit mais non, vous n'allez pas m'enlever mon utérus, je refuse. Et lorsqu'on a des refus absolument avérés, on se permet, en leur expliquant que ce n'est pas du tout validé, d'essayer des immunothérapies qui ont des résultats parfois très intéressants. Je termine par l'intérêt de centraliser les tumeurs. Je crois en 2 diapos. Les RCP de recours des cancers rares deviennent incontournables. La centralisation des décisions, comme je vous l'ai fait comprendre, n'implique pas du tout la centralisation des soins. Et cette centralisation, vous comprenez également qu'elle optimise les soins. Et je vous ai expliqué, comme c'est rare, que c'est difficile d'avoir la connaissance, on estime qu'un gynécologue a une chance dans sa vie de rencontrer une maladie gestationnelle trophoblastique. Vous savez qu'il existe un décret qui implique que la prise en charge chirurgicale d'un cancer rare doit être faite dans un centre de référence. Il y a des dérogations à condition que la RCP de recours du centre est rare et dit OK, on est d'accord pour qu'elle aille dans tel centre. On peut bien comprendre que toutes les patientes ne peuvent pas venir à Lyon, c'est non imaginable, et à condition que l'anapathe soit faite par un anapathe du réseau. Et je termine en vous disant de la façon suivante, est-ce que l'on peut guérir sans compromettre la fertilité des femmes? Dans les maladies trophoblastiques gestationnelles, la guérison et la préservation de la fertilité sont la règle, sauf les formes rares ou peu chimiosensibles. Grâce à la chimiothérapie adaptée et à la prise en charge centralisée, la plupart des patientes guérissent et retrouvent une fertilité normale avec des grossesses ultérieures sans risque malformatif spécifique. Et en dernier lieu, vous avez compris l'importance fondamentale du recours aux anti-PD1, anti-PDL1 qui vont probablement transformer un peu les choses dans les courtes années avec on a le plaisir d'avoir été le premier centre au monde à avoir fait un essai sur un anti-PD1 et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans ces thérapeutiques et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, François. Moi, j'ai une question un peu à contre-pied. Si on n'a pas de désir de fertilité ultérieure, est-ce qu'il vaut mieux quand même, dans les tumeurs trophoblastiques, faire une hystérectomie ou ça n'a pas d'intérêt sur le petit taux de survie marginal où on a des récidives? Alors, dans les mâles, tu as posé la question sur les Des tumeurs hystérectomies dans les trophoblastiques. tumeurs. Vous avez compris que dans Dans les les mâles, mâles, non, bien une sûr. femme de non si la femme désire conserver sa fertilité. Une femme de 47 ans qui veut une hystérectomie, on l'encourage à avoir une hystérectomie lorsqu'elle a une mâle.
Ça évite des rétentions secondaires après aspiration. Dans les tumeurs trophoblastiques, la priorité n'est pas tant de traiter localement que de traiter d'éventuelles métastases qui sont parties à distance. Et donc, la stratégie première, c'est nécessairement la chimiothérapie. Oui. Et c'est que en cas de résistance à la chimiothérapie, avec un foyer tumoral intra-utérin, que l'on va vers l'hystérectomie. Hystérectomie. Mais ça ne sert à rien Ça n'augmente pas la d'hystérectomiser survie. parce que ça n'augmente pas la survie. Il y a Carole Matelin, je sais, qui veut poser une question. Carole? Bonjour François, Bonjour Carole. je suis vraiment très heureuse de te voir, hein. J'avais Moi aussi. l'habitude de te voir au CNU aux examens de Rungis, mais ça me fait encore plus plaisir de te voir à l'Académie de chirurgie. J'avais deux toutes petites questions. La première, comment tu expliques les disparités dans les maladies trophoblastiques, les disparités épidémiologiques mondiales? C'est ma première. Et ma deuxième, comment vous avez eu l'idée d'utiliser les PD-L1? La disparité épidémiologique se réfère probablement à ce que tu sais, c'est que dans les pays asiatiques, il semble qu'il y ait une prévalence plus importante. On n'explique pas, on a discuté de problèmes de vitamine A, mais personne ne sait exactement pourquoi il y aurait une prépondérance. Oui. Il y a au Vietnam des ailes entières d'hôpitaux qui sont réservées aux patientes qui ont des tumeurs trophoblastiques. C'est juste incroyable. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y a probablement une incidence plus importante. Et la deuxième, c'est que ce sont des gens qui généralement n'ont pas les moyens de venir au centre et de repartir, et du coup qui sont gardés au chaud. Mais il y a effectivement une incidence qui est différente. Après, comment on est arrivé à l'idée des inhibiteurs de points de contrôle? C'est le désespoir de l'échec des thérapeutiques chez des femmes euh, jeunes qui a fait réfléchir à l'idée de la possibilité d'utiliser ces inhibiteurs. On a publié une étude il y a maintenant plusieurs années qui montrait que toutes les tumeurs trophoblastiques gestationnelles exprimaient de façon particulièrement forte les inhibiteurs, le PDL1, pardon. Et à partir de là, cette étude a été reproduite dans un autre pays du monde et tout le monde s'est dit, waouh, vous savez que c'est à la mode de parler d'anti-PD1, PDL1, vous êtes super intelligent si vous parlez de ça. Mais il se trouve qu'il y a une base vraiment scientifique à l'utilisation de ces anti-PD1 ou anti-PDL1 pour répondre à ta question. Et sache que je suis tout à fait ravi également d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Denis Vincent, une question? Vas-y. Je la reformulerai. J'ai des problèmes pour reformuler. À moins qu'il y ait une autre question, c'est la dernière, hein, c'est ta chance. Bon. Eh bien, écoutez, la question se fera off alors. Merci beaucoup. Merci à vous.